Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. On parle de la Syrie, 94 000 morts, victimes de cette guerre civile qui oppose l'armée libre de Syrie aux soldats de Bachar el-Assad. On en parle ce soir, c'est un conflit qui a démarré, souvenez-vous, dans le prolongement des printemps arabes. Ce soir, évidemment, nous pensons à nos deux confrères journalistes, Didier François et Édouard Elias d'Europe 1, enlevés la semaine dernière, dont nous avons ce soir aucune nouvelle. Est-ce qu'il faut une intervention militaire ? On va tenter de répondre évidemment à cette question. Sous quelle forme ? Comment faire pour arrêter le massacre ? C'est évidemment toute la question. Bachar el-Assad a utilisé des armes toxiques, des armes chimiques, mais des enquêteurs des Nations Unies ont réuni des témoignages selon lesquels les insurgés syriens se sont servis de gaz sarin. On reviendra évidemment sur ce débat autour des armes chimiques. Et puis il y a les preuves, ces images, cet enfant momie atteint par les gaz toxiques, vous l'avez vu derrière moi, on y reviendra. C'est des images qui ont été rapportées par un journaliste français et il est ce soir avec nous sur le plateau. Et puis bien malgré tout, on reviendra sur la position des États-Unis, parce que malgré ces preuves, bien, effectivement, ils sont très prudents ce soir. Nous ne savons pas comment elles ont été utilisées, quand elles ont été utilisées, ni qui les a utilisées, a répondu le président américain. On va bien sûr débattre de ce sujet. Le JDD.fr, évidemment, notre partenaire. Il y a des questions ce soir posées sur le site. lcp.fr, vous découvrez les adresses. #CVR, évidemment, merci pour tous les tweets avant, pendant et après. Facebook, évidemment, c'est important. Merci pour tous ceux qui postent la vidéo et qui font vivre l'émission, évidemment, après le débat. 4 invités sont avec moi pour y voir un peu plus clair. D'abord, Roland Dumas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ancien ministre des Affaires étrangères de 1988 à 1993. Oui, j'avais été avant et aussi. Auparavant, bien sûr, à plusieurs reprises, vous avez rencontré à Fès el-Assad. Oui. Ce livre, L'œil du Minotaure, le labyrinthe de mes vies, au Cherche Midi, c'est votre dernier livre. Oui. On reviendra sur les jugements parfois sévères à l'égard de Laurent Fabius, notamment, et sur ses prises de position. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Axel Poniatowski, bonsoir. Bonsoir. Député UMP du Val d'Oise, ancien président de la Commission des Affaires étrangères. On vous écoutera sur ce qui se passe en ce moment et sur votre position, votre regard, sur les propos notamment de Laurent Fabius. Et puis avec nous, deux experts. D'abord Randa Cassis, bonsoir, présidente du mouvement de la société pluraliste qui agrège plusieurs mouvements. Vous défendez la laïcité, on y reviendra. Et puis vous avez une vision, un concept fédéraliste après la fin de ce conflit, après la fin des massacres. On vous écoutera. Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour nous parler de ce sujet. Je rappelle que vous avez été membre du Conseil national syrien. Et puis avec nous, Frédéric Elbert, je l'évoquais, vous êtes le journaliste qui a rapporté ces images. On va les voir, ces images. Syrie, l'arme chimique avait été diffusée sur Arte. Et puis, vous aviez dévoilé, vous avez Paris Match devant vous. Voilà. Paris Match, le premier qui a dévoilé la photo de l'enfant momie que vous avez là, on le verra en image. C'est des photos évidemment atroces et abominables. On verra ces extraits, mais qu'il faut regarder. Avec des témoignages, on y reviendra dans quelques instants, de médecins. Et des documents médicaux. Absolument. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, puisque c'est une manière de rendre hommage à un reporter. Il y a eu les révélations du monde, et puis il y a votre travail qui a été fait sur le terrain. On le met ce soir en valeur. Regardez d'abord ce sujet d'Ahmed Tazir. C'est un retour justement sur ce conflit syrien, et puis sur cette polémique, ce débat autour du gaz sarin, des armes chimiques et de la prise de position de la France. Regardez ce sujet réalisé par Ahmed Tazir sur bien les images justement que vous avez réalisées, Frédéric Elbert. On regarde. Tripoli, au Liban. Un dispensaire de fortune, le centre médical 24. Des réfugiés syriens venus d'Homs, à 80 km de là, de l'autre côté de la frontière. Omar, 14 ans, est un patient comme on n'en a jamais traité auparavant. Un enfant sorti indemne d'un bombardement il y a presque un an. Les jours passent et les médecins posent un diagnostic édifiant en examinant les blessures du gamin. On trouve la trace de brûlures qui ont surgi avec le temps, sans qu'on puisse l'expliquer. On a essayé de circonscrire les microbes qui sont à l'origine de ces brûlures sous-cutanées, mais c'est tellement microscopique, insaisissable, que l'on ne parvient pas à le définir de manière précise. Au laboratoire, on n'a pas trouvé de solution. Nous n'avons pas pu trouver la cause médicale de ces blessures. Ces images ont été diffusées il y a 3 mois. Un documentaire sur la chaîne Arte. Bien avant les révélations parues dans le quotidien Le Monde, le journaliste Frédéric Elbert dénonçait l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Des indices. Désormais, les autorités françaises disposent d'éléments matériels, des éléments à charge contre le régime syrien. Une première dans le dossier des armes chimiques de Bachar el-Assad,
Laurent Fabius le confirme à l'Assemblée nationale. Du sarin a été utilisé à Jobar entre le 12 et le 14 avril et à Sarakeb le 29 avril. Ils ont été exposés à ce gaz qui est 500 fois plus toxique que le cyanure. Le régime de Bachar el-Assad est-il à l'origine de ces attaques? La réponse est oui. C'est qu'après le reportage de Frédéric Elbert, les journalistes du Monde, cette fois, ont ramené plusieurs échantillons de leur reportage dans les faubourgs de Damas. De l'urine, des cheveux et du sang analysés dans un laboratoire spécialisé du ministère de la Défense. Les résultats des analyses ont été transmis au siège des Nations Unies à New York. Les enquêteurs onusiens, eux, n'excluent pas que les rebelles syriens aient eux aussi utilisé des armes chimiques. Les pays occidentaux affirment depuis plusieurs mois que l'utilisation des armes chimiques est une limite à ne pas franchir pour Bachar el-Assad. De là à intervenir militairement, il y a un pas qu'ils ne franchissent pas. Nous avons apporté des éléments de preuve qui maintenant obligent la communauté internationale à agir. Nous avons cette conférence de Genève qui doit se tenir et ce qui s'est produit en Syrie doit être un élément de plus sur la pression qu'il convient d'exercer sur le régime syrien et aussi sur ses alliés. Si les autorités britanniques confirment les révélations françaises, la Maison-Blanche, elle, prend acte, mais réclame davantage de preuves avant de pouvoir se prononcer. En attendant, le régime syrien gagne des points. Avec son allié, le Hezbollah libanais, il a pris le contrôle de la ville stratégique de Kousseir, bastion des insurgés depuis plus d'1 an. Après 2 semaines d'une féroce offensive, un succès important face aux rebelles. Voilà, je voulais le remercier et remercier évidemment Frédéric Elbert et puis le coproducteur Sunset Press et Arte, puisqu'il était diffusé sur Arte. Et puis vous avez Paris Match, parce que c'est effectivement Paris Match qui a montré cette photo, qui a marqué, qui a évidemment montré le visage de cet enfant momie. Juste nos sentinelles, Jamal Eddine est avec nous et Georges sont avec nous, ils sont en direct avec nous devant les webcams. Vous connaissez la formule de l'émission. Juste un petit mot, Frédéric Elbert, une fois n'est pas coutume, je donne la parole aux experts, puis on écoutera évidemment les hommes politiques, ceux qui ont un regard sur cette question, mais je vous ai vu lever un peu les yeux au ciel. Est-ce qu'on n'a pas tendance à minimiser l'utilisation de ce gaz? Parce qu'il y a un vrai débat. Certains disent que ça a été utilisé d'une manière extrêmement sporadique, on ne sait pas exactement. Ou est-ce que vous, sur le terrain, vous avez vu des choses et une utilisation massive de ces gaz? Écoutez, moi j'ai enquêté ça fait 10 mois que je ne fais que ça, que j'enquête uniquement sur cette affaire, que ce soit au Liban ou en Syrie. Il a été fait état et j'ai vu des dizaines et des dizaines de victimes potentiels, diagnostiqués, des documents médicaux. Et il a été fait état au cours des contacts que j'ai eus sur place, sur le terrain, ou via Skype, au téléphone, avec des journaux des hôpitaux de fortune, de dizaines et de dizaines d'attaques. Et d'attaques venant systématiquement du régime contre des zones de population civile ou des zones... Ça vous agace, les insurgés? Ça équilibre, les insurgés l'auraient aussi utilisé. C'est pas ça. D'abord, c'est que j'ai aussi, dans ce témoignage dans Paris Match, et sur Arte, fait état d'un témoignage d'un colonel qui appartenait au ministère de la Défense syrien et qui était spécialiste des armes chimiques et qui raconte que ça se manipule pas comme ça, que c'est un programme, c'est très sophistiqué, qu'il faut faire les mélanges juste avant et que les insurgés, les rebelles sont incapables de ça et que la manière dont c'est dosé d'ailleurs très subtilement, puisqu'on s'attendait, on pensait à un système d'attaque massive façon à la Saddam Hussein. C'est très ciblé. C'est très ciblé, c'est très subtil, c'est très provocateur et c'est très dans le style Bachar el-Assad. Alors dire que les rebelles l'utilisent aussi, moi, je ne sais pas, j'en ai ni la preuve, je ne peux ni affirmer, ni confirmer. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que si on dit que les rebelles l'utilisent d'un côté, peut-être, et que de l'autre côté, le régime l'utilise, eh ben à ce moment-là, ça s'annule et ça ne sert à rien. Roland Dumas, on va vous écouter sur ce qui se passe sur le plan diplomatique, parce que vous avez évidemment un regard, une expertise sur ces questions, mais sur ce point précis du fameux gaz sarin, ce gaz neurotoxique, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que Barack Obama et sa prudence est une manière un peu subtile et diplomatique de ne pas s'intéresser au dossier, ou est-ce qu'il a raison d'être prudent? Je crois qu'on ne peut pas taxer Obama de laisser aller. C'est un pays fort, c'est un pays de liberté, c'est un pays qui a pris des positions claires sur le sujet de la région, je dis bien de la région et pas seulement de la Syrie. On doit donc en tenir compte, autant qu'on tient compte de ceux qui rapportent des preuves, soi-disant des preuves. Sur les preuves, moi je suis assez, non pas assez réservé, mais assez prudent. Donc je partage la prudence des États-Unis dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'on a déjà été échaudé.
Si vous vous souvenez, par exemple, le débat qui a eu lieu à l'Assemblée des Nations Unies, quand le ministre des Affaires étrangères américain, dans le Temple de la Liberté, était venu... Colin Powell, oui, Absolument. qui était un de mes amis, est venu en disant, voilà, j'ai ici les petites fioles où il y a tous les produits chimiques de Saddam Hussein, etc. Puis s'est aperçu que c'était pas vrai, qu'il n'y avait rien de semblable. Je ne suis pas un employé de l'État français, monsieur Dumas. Pardon ? Je ne suis pas un employé de l'État français, ni du ministère de la Défense. J'ai jamais dit ça. Vous pensez qu'on peut... Excusez-moi, parce qu'on est là, on rentre dans un débat, parce que c'est vrai que les armes de destruction massive, la façon dont on peut être intoxiqué, ça peut avoir ce sens-là, c'est ce que vous dites, qu'on peut se faire intoxiquer. Tout le monde a des armes massives. Je vais vous dire, j'ai présidé la première grande conférence sur les armes chimiques en 1900, dans les années 90-95, et j'avais remarqué, du reste quelque chose, je peux le dire aujourd'hui, dans un souci d'objectivité, c'est que tout le monde voulait abolir les armes chimiques, on y a un peu réussi. Le seul pays qui résistait, c'était la Syrie. Donc elle a des armes chimiques, pour le coup, cette fille. Elle avait des armes chimiques. Et son argument était, nous n'avons pas la bombe atomique, nous avons des armes chimiques, nous voulons les conserver. Bon, finalement, on est arrivé à un accord, mais c'est pour dire qu'il est certain qu'ils ont des armes chimiques. Le problème, c'est de savoir s'ils les utilisent. Bon. Alors, le problème, répondez. Juste un tout petit mot, parce que j'en reviens du terrain, et les gens qui sont sur le terrain et qui se battent sur le terrain disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'armes chimiques ? Que vous chipotez à aller chercher une victime, une preuve, un caillou, un morceau de... Alors qu'il y a des milliers de morts, qu'il y a des dizaines de milliers de morts, de blessés, de gens qui sont... Que les massacres continuent des deux côtés et qu'on est là en train de dire, nous, les Occidentaux, donc on a le droit de s'assassiner à coups de poignard, à coups de kalachnikov, à coups de RPG, à coups de canon, mais alors les armes chimiques... Ah là, je vais vous dire, c'est un faux débat. Pour les gens qui se battent, c'est un faux débat. Roland Dumas, peut-être Planatowski, on est au cœur du sujet. J'avais deux idées en tête. La première, c'était pas de revenir sur l'histoire. Ça dure depuis 2 ans. Il y a des centaines de milliers de morts. Il y a des enfants, etc. Les uns sont pour, les autres sont contre. On n'en sortira jamais. Je voudrais parler de la situation aujourd'hui. Oui. Quels sont les éléments nouveaux qui permettent d'espérer une solution ? Il y a 2 éléments nouveaux. Premièrement, c'est les derniers combats qui ont marqué les épreuves ces derniers temps. On ne peut pas nier qu'il y a eu une offensive du gouvernement et des autorités. Les troupes de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, et que par conséquent, le pouvoir civil, enfin le pouvoir syrien, regagne du terrain. Bon, c'est comme ça. Donc c'est peut-être aussi un moment qu'il faut saisir. Il n'est pas seul aussi, M. Dumas, il faut le dire. C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Il est évident qu'il y a la Hezbollah, il y a la Russie. On va y revenir. Il y a l'Iran. Ignorer l'existence de la Russie. Il y a du monde. Marine Le Pen, on l'entendra peut-être, elle parle du Qatar, de l'Arabie Saoudite, qui est des insurgés contre... Il y a plein de pays dans ce concert. Le camp balance, etc. Ce qui veut dire qu'il faudrait peut-être essayer de réfléchir à un chemin de la paix plutôt qu'un chemin de la guerre. C'est ce que vous dites. Bon. Oui, on va revenir sur la déclaration. Et juste Axel Planatowski. Deuxième raison, c'est qu'il y a un fait nouveau dont j'espère qu'il va prospérer, c'est qu'il y a une promesse de conférence internationale qui doit se tenir dans 6 mois. Bon, mais c'est un fait nouveau. On ne peut pas le nier. Jusqu'à présent, il n'était pas question. Les uns disaient qu'il faut que Bachar el-Assad s'en aille. Les autres disaient, et il est toujours là. Et la conférence est annoncée. Elle est annoncée par les 2 grands. Ce qui n'est pas négligeable. Oui, on parle bien de la conférence de Genève, pour qu'on soit bien d'accord. 2 éléments nouveaux qui permettent aujourd'hui de discuter sur des bases nouvelles encore, et qui permettent peut-être d'imaginer des solutions. Alors on va revenir aux déclarations de Laurent Fabius, mais je vais vous entendre sur les gaz toxiques, les gaz chimiques en possession de la Syrie et de la prudence américaine. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites ils ont raison, après tout, regardez ce conflit, Bachar est toujours là, le pouvoir effectivement gagne des combats sur le terrain, il a vacillé, puis finalement Bachar el-Assad est toujours là. Sur les gaz chimiques, que l'on peut dire, c'est qu'il est incontestable qu'il y ait eu des gens victimes de gaz chimiques. Je veux dire, les photos sont là, les films sont là, donc ça c'est incontestable. Il est probable que ces gaz chimiques aient été utilisés par le pouvoir en place. Bien. Sans qu'il y en ait une certitude absolue, mais c'est probable. Laurent Fabius l'affirme, on va y revenir. L'armée britannique aussi. D'accord. Le ministre des Affaires étrangères français l'affirme. Mais voilà. Libre à lui de l'affirmer. Moi, je vous dis, c'est probable. Il y a plus de nuances. Moi, je pense qu'il faut toujours... Où ont été saisis les échantillons et vous savez, ce sont des pays ce sont des pays aussi où les manipulations existent. Je dis simplement, il faut être prudent. Mais les manipulateurs, on sait généralement quel côté. Axel Planatowski, développer et en rendre Cassis ensuite. Je vais vous laisser la parole dès que vous le souhaitez, mais si je peux terminer. Donc, je veux dire, c'est probable que ça ait été utilisé par le pouvoir en place. Maintenant, je veux dire, on est au cœur
de la plus épouvantable, affreuse, abjecte des guerres. C'est-à-dire c'est une guerre civile. Et vous avez des atrocités qui sont commises de part et d'autre. Bien. Même si on peut commencer à graduer, si vous voulez, l'horreur des actes. Mais je veux dire, dans tous les cas, c'est quelque chose, c'est épouvantable. Alors que dans toute cette affaire, les États-Unis soient prudentes, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une fin de non-recevoir, excusez-moi d'être concret. C'est une manière de dire ce dossier n'est pas notre priorité. Je pense qu'il faut être prudent dans cette affaire, si vous voulez, parce que cette affaire-là en Syrie n'a strictement rien à voir avec des expériences précédentes. Ça n'a rien à voir avec la situation en Libye. Ça n'a même rien à voir avec la situation au Sahel. Vous êtes dans une région qui est totalement explosive et on sent bien qu'il y ait des intérêts qui poussent à ce que tout le monde se précipite, n'est-ce pas, dans cette guerre et dans ce véritable chaos. Et je pense que si tel était le cas, et si vous aviez pas un certain nombre de personnalités politiques qui soient aux affaires et qui adoptent une position qui soit relativement prudente et réservée, je pense que nous pourrions aller vers le chaos absolu on va revenir dans cette région. Donc je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine prudence. Randa Cassis, la question qui était posée aux internautes du JDD, c'est est-ce qu'il faut une intervention militaire? Parce qu'après tout, c'est ce qu'on entend parfois, il faut intervenir. Non, 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 comme pour la Libye, pas question, nous dit un internaute, puisqu'évidemment, il y a la Libye. Non, 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 de quoi se mêle-t-on? On n'a pas fait assez de mal en soutenant les révolutions arabes, nous dit cet internaute du JDD. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce soir? Vous défendez la laïcité, vous êtes un mouvement aggloméré. Est-ce que vous souhaitez une intervention militaire ou est-ce que la solution passe par, comme le dit Roland Dumas, une solution de paix? Ou donner des armes, il y a aussi la solution intermédiaire. Ou armer les insurgés, comme ça avait été évoqué. À vrai dire, j'ai souhaité au début, c'était au début des contestations, j'ai souhaité l'intervention militaire. Je crois aujourd'hui, l'intervention militaire, je ne crois pas trop que, d'ailleurs, Obama vraiment a envie d'intervenir, mais je crois aussi qu'une intervention militaire peut aggraver la situation en Syrie. Alors, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour l'armement aussi, d'ailleurs, parce que armer les deux côtés veut dire que la Russie va surarmer le régime. Il y aura, oui, mais ils vont encore surarmer. On aura plus de morts. C'est ça. C'est-à-dire, il n'y aura jamais un équilibre des forces. De toute façon, pourquoi avoir un équilibre aussi des forces? Nous parlons toujours d'un équilibre des forces pour négocier, pour entamer des négociations. Nous pourrons entamer des négociations sans, de toute façon, sans cet équilibre. Parce que nous savons très bien que cette coalition, ce sont quand même les membres de cette coalition sont incompétents, sont arrogants. Il y a pas mal des islamistes qui sont à l'intérieur de cette coalition. Et je crois aussi que la France et l'Angleterre ont fait pas mal d'erreurs. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'avoir la responsabilité et d'être quand même un tout petit peu prudent. Vous incarnez la troisième voie, excusez-moi, parce que vous nous dites d'un côté Bachar el-Assad, de l'autre des mouvements, une coalition un peu hétéroclite faite d'islamistes. Vous êtes quoi, la troisième voie? Il y a une troisième... Ce n'est pas la troisième voie, ce n'est pas... Je peux parler. Terminer, Randa Cassis et Roland Dumas, et nos internautes, tout le monde veut parler. Non, ce n'est pas la troisième voie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les civils qui payent ce prix-là. Ce sont ni les rebelles, ni le régime. Pour nous et pour pas mal de Syriens, pour pas mal, je parle des combattants bien sûr, je parle pas des civils, je parle des combattants qui sont armés, qui sont à l'intérieur de la Syrie. Ce sont les mêmes parfois, madame. Oui, mais ils font des exécutions. Aujourd'hui même, hier même, ils ont exécuté un enfant, un adolescent de 15 ans. Pour blasphème. Vous parlez des insurgés là. Voilà, tout à fait. Moi, je parle des rebelles armés. Je parle des rebelles armés qui sont quand violence contre violence, atrocité contre atrocité. Voilà, tout à fait. Alors, il n'y a qu'un équilibre de la terreur. C'est ça ce que nous gagnons. Ce que je crois que les négociations aujourd'hui à court terme, à vrai dire, il n'y aura pas une solution politique à court terme. Malheureusement, il y aura un moyen terme. La conférence internationale de Genève, celle qui est annoncée. Je ne crois pas qu'il y aura. De toute façon, elle aura lieu le mois de juin. De toute façon, ça a été poussé. Avant, c'était 30 mai. Elle est repoussée chaque mois. Après, voilà, poussé. Vous n'y croyez pas en juin déjà? Non, pas en juin parce que le régime déjà gagne de terrain. Il a gagné quand même Kousser. Il est en plein offensif. Comment il va discuter? Quand même, il va terminer. Il prépare la bataille d'Alep aujourd'hui. Alors, offensive militaire. Roland Dumas, un petit mot et nos internautes. Juste, pourquoi vous êtes si dur avec Laurent Fabius? Je peux vous dire que la conclusion à laquelle vous nous demandez de participer, de mon point de vue, est la suivante. Il n'y aura pas de solution par les armes.
pour une bonne raison, c'est que la Russie ne lâchera jamais la Syrie. Je peux vous le dire. Bon, je pense que nous sommes quelques-uns à avoir une certaine expérience de l'action internationale. C'est un des traits saillants. La Russie ne lâchera jamais la sécurité de la Syrie. Premièrement. Deuxièmement, ils seront prêts à peser de tout leur poids pour qu'il y ait une conférence internationale. Le fait nouveau, j'ai insisté tout à l'heure au début de ma première intervention, c'est que les États-Unis se sont mis d'accord avec les Russes sur la nécessité de cette conférence. C'est un phénomène formidable. Il faut avoir l'expérience que nous avons à quelques-uns ici, des conférences qui démarrent mal. Je me souviens de la conférence sur le Cambodge qui a échoué, j'y étais, et puis qui a réussi la reprise, la deuxième fois. C'était pourtant une guerre civile Roland qui Dumas, durait 20 juste ans. un petit mot, parce qu'on lit quand même que Barack Obama, finalement, a les yeux rivés vers l'Iran et qu'il est obligé de négocier avec la Russie sur ce dossier et qu'il ne peut pas se mettre à dos, excusez-moi l'expression, la Russie sur le dossier syrien. Est-ce on peut analyser les choses de cette manière? Je peux vous dire, peut-être parce que j'ai quelques informations, que jamais la Russie ne laissera tomber la Syrie. Bon, à partir de là, regardez ce qui a été décidé. Les uns arment un camp, immédiatement après, ça a été le cas des Russes, qui ont dit, bon, on va fournir des hélicoptères, puis après on va donner des avions. C'est-à-dire il y aura un surarmement complet qui va se développer. Et en même temps, vous avez à côté une procédure de conférence. Bon, je ne sais pas, elle échouera peut-être. Ouais, elle est repoussée mais en tout cas, de mois en mois. Elle existe, il faut donc en tenir compte. Frédéric Elbert, il y a deux choses. Randa Kassis dit, attention, c'est pas si simple, les insurgés aussi, c'est hétéroclite, il y a des islamistes, c'est ce qu'on lit un peu partout. D'accord, pas d'accord. Il y a des violences de part et d'autre, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'issue, hormis une conférence hypothétique. Évidemment, il y a des violences. Enfin, je veux dire, qu'une guerre, si on a connu l'épreuve de la Bosnie. Vous vous souvenez, monsieur Dumas, et on sait d'ailleurs comment ça s'est terminé, c'est-à-dire qu'il a fallu frapper d'abord un coup militaire avant que, politiquement, ça se débloque à Dayton. Mais qu'au bout de 2 ans et demi de guerre, compte tenu des atrocités qui sont commises d'abord dans un camp, que de l'autre côté... Vous pensez que c'est Bachar el-Assad, c'est asymétrique pour vous? Ça a commencé comment? Pendant 8 mois, ça a été une révolte pacifique, les gens se sont fait allumer. Qui est-ce qui a attaqué le gouvernement légal? C'est quand même les rebelles. Ah oui, ils ont commencé en levant les mains. Mais si vous voulez, moi c'est pacifique d'abord. C'est pas mon opinion. Moi, je suis un rapporteur d'opinion. Je suis un rapporteur d'image. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, je viens d'une zone qui est une des dernières enclaves libérées, qui s'appelle Yabroud. J'y étais encore il y a quelques jours. Avec le médecin qui a d'ailleurs découvert ce phénomène de l'utilisation des armes chimiques. Yabroud est une zone libérée, libre, cernée par l'armée syrienne, où vous trouvez des chrétiens qui s'entendent parfaitement avec des musulmans et où je n'ai pas vu en une semaine un seul islamiste. Donc il faut... c'est la résistance, une sorte de résistance unifiée. On ne peut pas généraliser selon les zones, selon les endroits. Personne n'est capable de faire un tableau exhaustif de ce qui se passe sur le terrain, de qui est qui, de la proportion, du nombre de combattants qui sont islamistes, pas islamistes, qui viennent de l'étranger ou pas, des rebelles. J'ai vu des types formidables qui sont archéologues de formation, ouvriers, ingénieurs, et qui sont aujourd'hui des rebelles, et qui se battent, donc, pas de qui se battent jusqu'à la mort avec des vieilles pétoires, et pas avec des armes livrées par la Russie. C'est dans 2 camps qui se battent. Axel Poniatowski, vous vouliez intervenir? Civile, et nos internautes, parce que je pense que c'est une erreur dans cette affaire, au bout de 2 ans et demi, de considérer que c'est une seule affaire entre Bachar al-Assad et son régime et les insurgés. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si ça n'avait été que ça, le régime de Bachar al-Assad aurait probablement déjà été renversé. Et la situation aujourd'hui est beaucoup plus complexe. Si vous voulez, vous avez Bachar al-Assad d'un côté, mais avec... Bon, bien sûr, la Russie, mais surtout avec l'Iran et le Hezbollah. Je veux dire, sans l'Iran et le Hezbollah, Bachar al-Assad n'aurait pas tenu. Vous avez des insurgés de l'autre, mais les insurgés qui sont d'ores et déjà armés, peut-être pas suffisamment, mais on sait très bien qu'ils sont déjà armés par toute la puissance sunnite de toute la région. Autrement dit, vous avez des acteurs qui sont déjà très nombreux. En rajouter encore... C'est-à-dire en intervention militaire, bien sûr, ce serait une profonde erreur. Et je crois tout de même, simplement pour conclure là-dessus, je crois quand même qu'on peut commencer un peu à se baser sur l'expérience de ces 20 dernières années. Si vous voulez, les États-Unis sont quand même aperçus que l'Afghanistan, ça n'avait pas été génial, que l'Irak avait été une profonde erreur. On ne va pas de nouveau remettre cela en Syrie. Donc je pense qu'aujourd'hui... Vous y mettez la Libye aussi? Ou vous considérez que la Libye, c'est un autre dossier? La Libye aurait été une situation beaucoup plus simple. C'est plus simple. Avec une population très faible, beaucoup plus simple. Et on n'est pas du tout, si vous voulez, dans le chaudron syrien qui est extraordinairement compliqué. Alors, Jamal Eddine, votre question, et puis Georges qui est avec nous, je les salue tous les deux parce qu'ils sont avec nous de plein pied dans le débat. Votre question, Jamal Eddine, s'il vous plaît.
Moi, quand j'entends un tel discours, force est de constater que Bachar al-Assad, quand je vois madame qui passait aux antipodes de son propre discours qu'elle tenait il n'y a pas longtemps, force est de constater que Bachar al-Assad a réussi, je m'excuse avant de poser la question, ce monsieur a réussi à monter un tel scénario qu'il est devenu le rempart des chiites contre la déferlante takfiriste islamiste, à faire des progressistes arabes et musulmans comme madame, qui sont sincères, à en faire des alliés de Bachar parce qu'ils craignent l'islamisme, à faire des occidentaux, ils ont peur de livrer des armes aux rebelles, parce que ils ont peur que ça tombe entre les mains des djihadistes takfiristes. Ils ont réussi à dire à Israël de façon indirecte qu'il n'a jamais été aussi tranquille à ses frontières syriennes qu'avec Bachar al-Assad, et que si jamais Bachar tombe, Israël aura un foyer de tension qu'il ne pourra plus contrôler. Et on dit à Bachar al-Assad aujourd'hui, oui, il n'y a pas de problème, tu passes ton peuple à la moulinette, tu peux le hacher menu, à partir du moment que tu n'utilises pas les armes chimiques. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que les armes chimiques, c'est une menace contre Israël. C'est pour ça que l'Occident, d'une manière générale, est en train de dire, le peuple syrien, tu peux le couper haché menu, mais les armes chimiques, non. Parce que là, ça, on rentre dans une autre logique. Alors, Jamaluddin, voilà, c'est génial parce que parfois les internautes amènent comme ça une sorte de là, tout le monde était d'accord, ou en tout cas a entendu. Un peu inconsidéré. C'est inconsidéré ce que dit. Non, par exemple, sur le peuple syrien. Ça, c'est trop. Il aime bien simplifier. C'est trop complexe. Non, je m'excuse, c'est pas deux camps aujourd'hui. On n'est plus dans deux camps, le camp de bien, le camp du mal. Il faut quand même, savoir. En Syrie, même, je parle. Qui, madame, a libéré les djihadistes? Qui, madame, a libéré des centaines de djihadistes? Oui, mais qui vous a dit? Je suis sûre, oui, et je le dis, que Assad a bien créé ce scénario et les opposants ont bien réalisé par leurs crimes. Aussi, il y a des rebelles islamistes, bien sûr qu'il y en a. Ça fait quand même pas mal de temps qu'ils existent et qu'ils font des crimes. C'est une position marquée par le suivisme à l'égard des États-Unis et de l'État d'Israël, politique de va-t-en-guerre qui rompt avec la tradition de la France, tradition qui recherche la paix. C'est vous qui prononcez ces mots, et c'est à l'égard de Laurent Fabius. On est sur un débat sur guerre ou pas guerre, et sur un débat, attention l'islamisme des insurgés, puis c'est ce qu'on entend sur le plateau. Vous êtes d'accord avec ce côté binaire ou c'est plus compliqué que cela? C'est très compliqué du fait de l'agrégation de tout le monde qui est là, c'est évident, mais en substance c'est ça. C'est deux camps qui s'affrontent. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais, il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre, par hasard, pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'ils se préparaient quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but Excusez-moi, dans quel but? L'idée de renverser Bachar, c'était quoi le but? La finalité? Mais dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Frédéric Elbert, Laurent Fabius va trop loin quand il affirme ici à l'Assemblée qu'effectivement l'arme chimique, et puis que derrière, évidemment, il y a cette espèce d'idée que la guerre est proche. Laurent Fabius a des déclarations qui ne sont pas des déclarations d'un ministre des Affaires étrangères quand il dit Bachar el-Assad ne devrait pas exister, ou alors qui passe aux actes, qu'il envoie ses avions bombarder le palais de Bachar el-Assad comme on l'a fait avec Kadhafi. Ce que je veux dire, c'est que c'est la diplomatie. Ce qui est intéressant, c'est, encore une fois, c'est pas ce que je pense, c'est ce que pensent les gens sur le terrain. Moi, je veux bien aller demain à Damas, si le régime de Damas est prêt à m'accueillir. Et je veux dire, pour l'instant, je suis allé du côté rebelle parce que c'est là qu'on a accepté de m'ouvrir les portes. De ce côté et du côté des rebelles,
On vous dit, mais c'est quoi votre diplomatie? C'est quoi? C'est la diplomatie excusez-moi, du pipeau, de la parole, de la tchatch, que de la tchatch. On va armer un jour, puis le lendemain on n'arme pas, et puis il faut que ce monstre disparaisse. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Beaucoup de mots. C'est des mots. Et les gens nous en veulent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez parlé de nos journalistes, nos confrères qui ont été enlevés. Moi-même, j'ai été pris à partie plusieurs fois par des gens... On parle trop, on n'agit pas. C'est ce que les gens qui sont sur le terrain nous reprochent. Axel Poniatowski, l'ancien président de la Commission des Affaires étrangères. Le ministre s'exprime dans l'hémicycle. On a le sentiment que la guerre est là. Je suis un peu gêné par les propos de Laurent Fabius depuis qu'il est ministre des Affaires étrangères. Je veux dire, je suis à chacune de ses auditions à la Commission des Affaires étrangères. Il y a des propos qui parfois sont un peu inquiétants et qui parfois sont extrêmement confus. Autrement dit, la position de la France a été d'être très en avant, par exemple, sur la livraison des armes. On voit bien qu'elle fait marche arrière, heureusement, poussée par nos partenaires de l'Union européenne, parce que, mis à part les Anglais, je veux dire, personne n'est pour. Bon, alors là, on voit bien Laurent Fabius qui revient un petit peu en arrière et qui dit que ce sera qu'à l'été qu'on connaîtra exactement les conditions possibles pour la livraison de ces armes. J'espère que la France ne mettra pas le pied là-dedans, dans la livraison des armes. Parce que la livraison des armes, vous savez à qui vous les livrez, vous n'avez aucune idée de là où elles vont. Bon. Je pense que... Vous avez tout à fait raison, je partage ce point de vue. Je partage votre point de vue. Ce que je voulais dire, c'est que, au fond, ce qui me paraît le plus critiquable dans la position française, c'est pas simplement c'est un sentiment, etc. C'est le fait que, dès le départ, il y a plusieurs mois, le ministre des Affaires étrangères de la France ait pu dire « il n'y aura pas de négociation tant que Bachar el-Assad sera au pouvoir ». Quand Bachar el-Assad sera parti, on pourra parler. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il est là. Voilà. La conférence doit avoir lieu. La position de la France est enlisée complètement. Non, mais ça a été, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et ça avait été une déclaration extrêmement imprudente de Laurent Fabius et qu'il avait faite. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que Bachar el-Assad serait renversé dans les 3 mois. Et ça ne s'est pas produit. Alors attendez. Et par conséquent, aujourd'hui, il est piégé par ses propres propos. Vous m'autorisez, Randa Kassis? Défaut d'analyse pour des gens sérieux. Alors, messieurs, Randa Kassis va prendre la parole, mais regardez, Georges va la prendre d'abord avant Randa Kassis, et vous l'avez juste après. Peut-être est-ce une question d'ailleurs qui vous est posée, parce que tout à l'heure, Jamal Eddine s'est exprimé suite à vos propos. Peut-être, Georges, que je salue. Dites-nous, vous avez vécu de très nombreuses années en Afrique. Comment vous regardez ce dossier? Eh bien, je vois ce dossier, malheureusement, comme beaucoup d'autres, un peu d'amateurisme dans la politique française, un manque de connaissance du peuple, des traditions de ces pays. Nous avons affaire à des pays qui sont depuis des années gouvernés par des dictateurs, par des gens qui connaissent bien leur pays. Nous avons vu ce que ça a fait de détruire le dictateur en Yougoslavie. Nous avons vu ce que ça a fait de détruire le dictateur en Irak. Comment ça se passe dans un autre pays où on est parti depuis peu de temps? Qu'est-ce que ça a fait de détruire le dictateur de Libye? Bien que ça ne soit pas le même problème, hein. Bien que ce ne soit pas le même problème. Georges, vous n'allez pas faire la liste de tous les dictateurs qui ont été renversés ou pas. Juste une question, et pour qu'on écoute Randa Kassis, vous nous dites, comme ça pour synthétiser, ça fera avancer le débat, c'est un peu une erreur que les démocraties ont à vouloir renverser les dictateurs. Mais renverser les dictateurs, je suis d'accord qu'il faudrait les renverser, mais les renverser avec la complicité d'une négociation, avec une étude de ce qui se passe réellement dans le pays, la connaissance du terrain. Merci, Georges. On envoie des diplomates qui sont des braves gens, des ronds de cuir, qui connaissent pas le pays. Bon, et ben voilà, c'est dit. Et qui disent on va envoyer l'armée. Ah, et quoi après l'armée? Parfait. Non. Merci, Georges. Un peu aux conséquences. Merci, c'est très intéressant parce qu'il y a comme ça un côté un peu naïf et simple, mais qui révèle. Randa Kassis, ce qu'on entend là chez notre internaute Georges, avec une sorte de vision comme ça, c'est finalement c'est compliqué parce que dès qu'on touche au dictateur et qu'on le renverse, on crée derrière le chaos. Qu'est-ce que ce soir vous dites? Vous étiez sur ce plateau il y a un an en disant c'est possible, Bachar el-Assad va tomber, c'est imminent, il n'est pas tombé, il est là ce soir au pouvoir, en conquête militaire d'ailleurs, on l'a dit sur ce plateau. Qu'est-ce qui peut se passer selon vous, vous qui connaissez bien le terrain et ce pays? C'est-à-dire, oui, c'est vrai, il y a un an et quelques même, c'est 1 an et demi, je l'ai sous-estimé. Oui, j'ai cru, vraiment j'ai cru qu'on pouvait le faire jeter, surtout quand les contestations étaient vraiment pacifiques. Quand
quand on est passé à l'autre phase, c'est-à-dire la militarisation de cette révolte, c'est là où malheureusement... Récupération ou militarisation? Militarisation de cette révolte, où lui, il a pu récupérer déjà la masse, ou une partie de cette masse silencieuse, il a pu récupérer les minorités, il a pu quand même récupérer puisque pas mal de pourcentages, puisqu'il y a pas mal des communautés qui craignent le départ de Bachar al-Assad, qu'ils le craignent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ces islamistes. Surtout qu'aujourd'hui, la Syrie est devenue quand même un terre de djihad chez les islamistes. Il faut le dire. Et là, j'insiste. J'y ai passé 15 jours, j'en ai pas vu. On va vous entendre, parce que c'est la partie, c'est important. Dans les zones, peut-être vous n'êtes pas parti dans la zone nord. Il y a un an, j'ai déjà alerté à la télé de l'expansion de l'islamisme en Syrie. Donc c'est une récupération. Voilà, Docteur Bérez est parti à Alep. Je me rappelle très bien, je l'ai appelé avant son départ. Je lui ai dit fais attention parce qu'il y a quand même pas mal des islamistes. Il m'a dit mais personne n'en parle. Il est parti, il est retourné. Il m'a dit j'en ai vu, j'ai vu que des djihadistes et des islamistes, même des islamistes français qui étaient là-bas pour faire leur djihad. Et je vous entends. Randa Kassis, terminé parce que j'avais un petit son à vous faire entendre pour Roland Dumas. Non, je ne crois pas que, bien sûr, une démocratie est faisable, mais bien sûr, ce n'est pas de jour au lendemain. C'est pas le 25 juin prochain. Voilà, on ne peut pas établir une démocratie comme ça. C'est une culture, c'est un changement d'une culture quand même. C'est-à-dire, il faut apprendre aux autres le respect de chacun qui lui est différent. Je crois que la clé, là, je suis vraiment convaincue que la clé qui peut apporter la paix aux Syriens et aussi qui pourra faire chuter Assad, et ce sera une question, plus une question de peuple syrien, mais une question de la communauté alaouite, une affaire de la communauté alaouite, c'est la clé. C'est pour ça j'insiste. Minoritaire dans le pays. La clé, voilà, et qui peut donner aussi la garantie à ces minorités-là, c'est la clé d'établir de la création d'un État fédéral en Syrie même. Donc des régions à l'intérieur de la Syrie. Tout à fait. Nous avons déjà la zone. Nous avons déjà en fonction la zone. Quoi, des ethnies, des peuples, Oui, sans le dire. Est-ce que c'est vraiment à nous d'aller leur imposer ça? Non, pas du tout. C'est à nous les Syriens d'ailleurs. C'est à nous les Syriens. Écoutez Marine Le Pen, parce qu'elle s'est exprimée, Roland Dumas. Écoutez ce qu'elle disait sur BFM à propos justement des insurgés, et de cette question des islamistes et de la façon dont on armait les insurgés. Écoutez-la. Les rebelles syriens sont en grande partie des islamistes terroristes. Deuxièmement, parce que c'est une inouïe hypocrisie, car en réalité, cela fait des mois et des mois que le Qatar et que l'Arabie saoudite arment avec l'accord de l'Union européenne et même parfois avec les armes fabriquées par l'Union européenne, les rebelles. Donc cette décision qui est apparue comme une nouveauté était en réalité la validation d'un fait acquis qui est le soutien, l'aide, l'assistance apportée par le Qatar, qui est censé être un grand ami de l'Union européenne. Voilà, vous en pensez quoi, Roland Dumas? Parce qu'elle va trop loin, elle dépasse elle aussi la ligne rouge. Parce que c'est Madame Le Pen qui le dit que je dirais qu'elle a tort. Si elle dit une vérité, il faut reconnaître. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que le Qatar, comme nous le savons, et l'Arabie saoudite ont pris position dans ce conflit. Si le Qatar, qui effectivement a pris parti pris dans ce conflit, et du côté des rebelles, mettait tout le poids, tout l'argent qu'il met dans le Paris Saint-Germain en armement, croyez-moi qu'ils auraient autre chose que ce que j'ai vu sur le terrain, à savoir des vieilles pétoires qui datent du mandat français qui sont en train de retaper dans des usines clandestines. Ils auraient de quoi attaquer les avions, de quoi attaquer les tanks. Ils n'ont pas cet armement-là. Ça veut dire que le Qatar, croyez-moi, a le pied sur le frein. Ils financent leur groupe à eux. C'est ça la différence. Et leur groupe à eux, ils ont quoi? Combien d'avions sont tombés? Les brigades laïques, j'en connais à Dara, ils n'ont rien, ils n'ont ni munitions ni rien parce qu'ils n'ont pas de financement qui vient de Qatar. C'est une vraie question, le Qatar a beaucoup d'argent. C'est pour ça c'est risqué. Pourquoi c'est risqué d'armer ces rebelles? Parce que en armant ces rebelles, il y aura de marché noir. Et c'est qui les groupes qui sont les plus financés et les plus structurés? Ce sont les islamistes qui vont récupérer ces armes-là. C'est pour ça. Non. Axel Poniatowski, juste, elle va trop loin, Marine Le Pen, parce que cette question est posée depuis le début du débat. D'abord, manifestation pacifiste en Syrie, puis militarisation ou récupération par des mouvements islamistes. Ça aussi, on est un peu dans l'intox, où vous pensez effectivement que les islamistes sont en train de...
c'est comme ça. Non, mais j'ai posé la question je après à l'acteur de terrain, mais... Moi, je pense, si vous voulez, que pour nous, et c'est pour ça que M. Fabius ferait bien de faire très attention à ce qu'il va faire et aux décisions qui vont être prises par la France et l'Occident en général. Pourquoi ? Parce que la seule question aujourd'hui, c'est si le régime de Bachar al-Assad tombe, quid de la suite ? On donne les clés à qui ? L'après Bachar al-Assad, c'est quoi ? Eh bien, aujourd'hui, le problème, c'est que l'après Bachar al-Assad, c'est probablement simplement l'alternative entre soit les salafistes, soit les frères musulmans. Bien. Les Syriens n'existent pas là-dedans. Le peuple syrien, il a basculé tout entier dans le salafisme. Le peuple syrien. Ça s'est passé dans la plupart de ces pays. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus combatifs et qu'ils ne sont pas démocrates. Frédéric Elbert, c'est un chiffon rouge. Cette alternative-là, c'est pas celle de l'Occident. Vous avez raison de poser cette question, c'est sérieuse. Ceci étant, ils s'en moquent complètement. Parce que pour eux, ils ont déjà le précédent de l'Irak, ils ont le précédent de la Libye, ils ont les précédents dans toute la région. Et par conséquent, si Assad disparaît, c'est le but. Ce sera la pagaille après. Mais peu importe. Peu importe. Ils se débrouilleront. Regardez ce qui se passe en Libye. Vous avez tous les jours des assassinats à Benghazi. On a même assassiné un ambassadeur américain. Mais qui s'en préoccupe ? Est-ce qu'ils sont en mesure de dire c'est le chaos. Oui, mais c'est tout de même le chaos. Et regardez ce qui se passe en Tunisie et en Égypte, c'est de plus en plus le chaos. On peut trouver du grain dans le chaos. Les images derrière nous, qui sont des images terribles. Certains préfèrent le chaos dans lequel ils auront leur jeu, plutôt qu'un gouvernement solide qui défendrait le pays. Un mot, Frédéric Elbert, parce qu'on entend quand même des choses qui sont un peu effrayantes. La guerre va se poursuivre, en tout cas cette guerre civile, si j'entends bien et qu'en même temps, on ne sait pas trop à qui on donne les clés, si ou quand Bachar el-Assad tombera. Vous, sur le terrain, vous dites c'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus varié, mélangé et nuancé. Ça vous choque ce que vous entendez là ? Il faut arrêter d'imaginer des hordes, des légions entières d'islamistes. C'est pas vrai, vous l'avez pas vu. Il faut arrêter. Moi, j'ai vu des gens qui condamnent fermement des rebelles, des combattants de brigade, des gens qui condamnent totalement l'islamisme. J'ai vu des combattants chrétiens engagés dans la brigade Al-Farouk. J'ai vu des gens ouverts, civilisés, qui vous disent alors peut-être qu'ils se trompent, peut-être que ça sera dur, peut-être personne ne peut prévoir ce qui va se passer demain, mais qui disent si demain vous êtes seul contre tous, demain on a les clés, on a les clés de la maison, on ira faire la guerre aux islamistes pour les mettre dehors. Arrêtez de grossir sans arrêt. Je crains que ce soit très naïf. Est-ce que les Iraniens et le Hezbollah sont sur le terrain, oui ou non ? Comment ? Mais c'est un Iranien, Hezbollah. Attendez, si vous confondez Iranien, Hezbollah, salafistes, islamistes, alors là, on est parti dans un... Bien sûr, il est vrai qu'il y a des brigades laïques en Syrie. Ça, c'est tout à fait minoritaire. Non, pas du tout. Mais je dis même pas que c'est minoritaire. Mais le problème, c'est le problème de finance. Qui finance ? Ces brigades n'ont rien. Ils ne pèsent rien, malheureusement, parce qu'ils n'ont ni armes, ni... Et comment on va contrôler la distribution des armes ? Mais c'est ça, il y a pas mal de... On ne peut pas dire, voilà, bon, nous, on va distribuer ces armes à ces brigades laïques. Nous ne pourrons pas, personne ne pourra. C'est pour cette raison que c'est risqué d'armer les rebelles. Bien sûr, heureusement que toute la Syrie n'est pas... Moi, je ne demande pas que ça, c'est eux qui le demandent. Maintenant, tout est risqué. Il faut être c'est quoi votre solution ? C'est de négocier à Genève. Je peux vous dire que là-bas, ils n'en ont rien à foutre des négociations de Genève. C'est tout. Le truc, c'est tout simplement d'avoir que Bachar al-Assad sera vraiment une question de sa communauté. Quand on donne la garantie à ces communautés-là, je crois, c'est là où nous pourrons avoir la paix en Syrie. Merci à vous quatre. Nous pourrons avoir un pays qui respecte tout. Roland Dumas, dans l'œil du Minotaure, ça c'est un débat passionnant et on va le poursuivre ce débat sur le plateau d'LCP parce que la question syrienne c'est évidemment une question importante avec cette conférence qu'on attend. La question prévue au 25 juin. Certains déjà doutent qu'elle se tiendra. Dans l'œil du Minotaure, le labyrinthe de Mévi avec un S. Cherche Midi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Randa Cassis, vous reviendrez évidemment pour débattre. Merci à vous Frédéric Elbert. Paris Match à lire, évidemment à découvrir peut-être dans les semaines à venir. Votre travail. J'ai un reportage que je viens de signer. À découvrir dans les colonnes de Match qui sort le jeudi. À découvrir dans Match. Merci à Axel Poniatowski d'être venu sur ce plateau. Puis merci à nos internautes, des experts dans leur domaine respectif, Georges et Jamel.
Meledine. Merci pour votre interactivité. Demain, on parle d'un tout autre sujet. On s'intéresse au gaz de schiste, sujet sensible aussi, parce que c'est un sujet qui traite de l'économie française. Relance ou pas, telle est la question. On en parlera sur ce plateau. Bonne soirée, à bientôt.